le jabiru et sa femelle ont donné le jour à 3 bébés. Leur mère recueille pour eux le poisson abondant des marais, dont le niveau baisse peu à peu. Ayant quitté les siens, Xiao, le jeune tapir, adopta le mode de vie solitaire des adultes. Excités par la tempête, les caïmans avaient les nerfs à fleur de cuir. L'un d'eux, malade, s'égara sur le territoire des jaguars et fut tué par Kaloa. Pendant ce temps, entre les bras de sa mère, Luana, Xada, le paresseux nouveau-né, s'exerçait à vivre. Dans la forêt infinie, reflétée par ce qui reste d'eau sur les terres inondables, une ombre dorée se faufile. L'animal, d'abord à peine perceptible, apparaît bientôt. Il s'avance avec méfiance, sur le qui-vive. Khan, le puma, s'arrête près d'un arbre mort. Sur l'écorce, il reconnaît une odeur puissante et familière, déposée par celui qu'il cherche depuis le début de sa traque. Le nez au sol, pour ne pas perdre le parfum âcre qui le guide, il marche d'un pas de rôdeur. Khan chemine depuis un long moment dans l'air moite et suffocant. Il s'arrête et s'allonge pour reprendre des forces. Il se sait parvenu près du but. Sa victime attendra bien quelques instants de plus. Soudain, il entend un bruit. L'ennemi est là, tout près, qui risque de prendre l'avantage. Khan bondit. Il se jette sur un second puma, son frère, Kawil. Kawil essaie de s'esquiver, mais Khan a bel et bien gagné la partie. Les deux frères continuent de jouer pour le plaisir et pour libérer leur énergie. La chasse était un simulacre et la traque, une sorte de simulation. Feignant la lassitude, Khan s'éloigne de Kawil qui voudrait lutter encore. Au bout d'un moment, Kawil le rejoint, se tapit entre les arbres et, bondissant à son tour, prend une première revanche. Le jeu pourrait se poursuivre ainsi pendant des heures, chacun d'eux prenant alternativement l'avantage sur l'autre. Kawil se purge en avalant des fibres végétales que son instinct lui prescrit. Elles favoriseront le transit digestif et l'évacuation des excréments. Khan observe la scène et sournoisement avance à pas mesurés. C'est décidé. Khan attaquera par derrière son frère qui courbe l'échine et ne se doute de rien. Le choc, trop facilement amorti par Kawil, marque la fin du jeu, la dernière algarade.
Ayant repris son souffle, Kawil se lève et vérifie avant de partir la fraîcheur des odeurs qu'ils ont déposées aux marges de leur territoire. Puis il va rejoindre Khan, le frère exubérant qui se repose enfin. Il n'y a pas si longtemps, des taches noires maculaient leur robe fauve. C'était le signe de l'enfance. Depuis, l'adolescence a délavé les taches et le temps d'être adulte est arrivé ensuite. Pourtant, les deux pumas ne se sont pas quittés. Pas encore. Mais pour cela aussi, le temps viendra. Khan et Kawil se donnent l'un à l'autre la force d'affronter le seul ennemi qu'ils puissent tenir pour plus fort qu'eux. La forêt géante et sombre. Car ces tendres tueurs au pelage d'or sont timides. Ils ne défendront pas leur territoire contre un congénère qui voudrait l'envahir. Ils ne voleront pas volontiers les terres d'autrui. Et si un puma inconnu passait près d'eux, ils se détourneraient pour ne pas avoir à le fréquenter. Ne rien attendre des autres, ne compter que sur soi et sur l'affection d'un frère. Ce bonheur suffit quand on est puma, dans la forêt géante et sombre. La saison sèche commence à s'installer au sud du bassin amazonien. Les marécages du Pantanal se transforment peu à peu en une savane africaine, piquée d'arbustes et de buissons. Ça et là, une flaque demeure, vestige des temps d'inondation. Dans le nid où ils sont nés, les 3 enfants de Joao, le jabiru, ont grandi. Leurs pattes ont une assise plus large et leurs ailes, bordées d'un liseré cotonneux, arborent un plumage d'une étoffe plus ferme. Sur leur tête, comme neige qui fond, le duvet blanc disparaît, tandis que leur cou se gonfle et se plisse, comme ils sied à des oisillons en pleine croissance. Les enfants de Joao ont accompli la première partie de leur parcours. La vie semble leur donner la permission de vivre, au moins un peu plus longtemps. La forêt ne manque jamais d'eau, mais au fur et à mesure que baisse le niveau du fleuve, ces zones inondées, les varzeas, se transforment en une épaisse soupe végétale. Un drame presque invisible est en train de s'accomplir dans le micro-monde des insectes de sous-bois. Une grande cigale est attaquée par une armée de fourmis rouges. Harcelée, mordue, piquée de toutes parts, paralysée par le venin des agresseurs, elle chancelle et s'accroche de toutes ses forces à la feuille qui semble la retenir à la vie. Mais les fourmis sont plus fortes et la cigale tombe. Quelle résistance pourrait-elle opposer à un agresseur sans nombre qui s'infiltre dans les moindres plis de son corps? Torture indicible. Les fourmis sont partout, sur les ailes, les yeux, les flancs, le ventre. Le corps de la cigale n'est plus que le réceptacle de leur poison. Les fourmis maintiennent à présent la cigale sur le dos et la réduisent à l'impuissance.
Déjà, à chaque articulation, des soldats commencent à entamer la chitine, c'est-à-dire la matière même du squelette externe. La cigale se débat, pathétique, mais elle ne fait que retarder la curée. Non loin de là, un autre bataillon transporte une araignée morte. Elle sera démembrée près de la fourmilière et les morceaux seront livrés à l'intérieur, les uns après les autres. Comme vu à travers un vitrail, le convoi passe sous l'aile de la cigale, agonisante. Seul peut-être le pire ennemi des fourmis pourrait, en changeant le cours des événements, sauver la cigale. Le grand fourmilier, aussi appelé tamanoir, cherche sa nourriture. Il peut marcher de la sorte pendant des kilomètres, le nez pointé vers le sol, jusqu'à ce que son odorat lui signale une fourmilière ou une termitière abondamment peuplée. Son museau est conique et démesurément allongé. Pourtant, aucune dent ne pousse sur ses mâchoires. L'animal appartient à l'ordre des édentés. En fait, ce nez et cette bouche forment ensemble une formidable machine de guerre contre les fourmis. Le fourmilier a flairé une piste. Sa langue visqueuse, extensible sur environ 60 cm, recueille au passage quelques fourmis égarées. Mais l'abondance est ailleurs. La langue du tamanoir, qui peut accomplir 150 allers-retours par minute, s'introduit dans les moindres creux d'une souche d'arbre ou d'une termitière. Les fourmis s'y collent comme sur un ruban adhésif que l'animal n'a plus qu'à ramener dans sa bouche. Méthodiquement, goulûment, le tamanoir ingurgite les insectes qui passent à sa portée. Il peut ainsi avaler en une seule journée près de 15 000 fourmis. Le tamanoir est passé plus loin. Il n'a pas mis en déroute les agresseurs de la cigale. Celle-ci est morte à présent et les fourmis entreprennent de la dépecer. Une patte est rapidement sectionnée. Une fourmi transporte le membre vers la fourmilière, mais le fardeau s'accroche au relief du terrain. Le renoncement n'est pas inscrit dans les gènes de la fourmi. Elle s'obstine. Chez les fourmis, toute la vie repose sur la solidarité, comme si la colonie formait un être global et composite, doté de sa propre autonomie. Une seconde fourmi vient donc à la rescousse de la première. On s'active autour du membre, trop encombrant. Il faudra bien malgré tout renoncer à le récupérer. Pendant ce temps, le tamanoir avale sur le sol des coulées de fourmis, comme s'il les lapait à grands coups de langue. La salive, qui rend sa langue gluante, est renouvelée en permanence. Le tamanoir est équipé de puissantes griffes, longues d'une dizaine de centimètres, dont il se sert pour creuser des tranchées dans le sol ou les souches d'arbres, ou pour éventrer les fourmilières. Pour les garder acérés, il marche sur les articulations de ses doigts, gardant ces derniers repliés vers l'intérieur.
C'est ce qui lui donne une démarche lente et gauche. Le tamanoir est un gestionnaire avisé. Il se garde de détruire les fourmilières auxquelles il s'attaque. Il ne prélève chaque fois qu'une faible quantité d'insectes, environ 150, et puis il passe à une autre fourmilière. Il peut ainsi venir régulièrement se réapprovisionner aux mêmes colonies, dont les populations se reconstituent rapidement après son passage. On dit que les esprits de la forêt font le compte de toutes les vies prises et de toutes les vies données. Ils en maintiennent l'équilibre coûte que coûte, selon des formules connues d'eux seuls. Aujourd'hui, une vie sera volée. Les esprits de la forêt le veulent bien. La tragédie se jouera sans autre raison que celle-là. Comme elle le fait tous les 7 ou 8 jours, Luana est descendue sur le sol pour déposer ses excréments au pied d'un arbre. On ignore les raisons de ce comportement. On suppose simplement que l'animal préfère attirer l'attention des prédateurs sur un autre arbre que celui où il vit. Ayant mis en œuvre ce stratagème, Luana rebrousse chemin. Plusieurs mois se sont écoulés depuis que Luana a donné le jour à un bébé. Pendant le premier mois, celui-ci ne s'est nourri que du lait maternel. Puis, Xada s'est habituée à manger des feuillages. Depuis quelques jours, elle s'est enfin décrochée pour la première fois du corps de sa mère. Pour elle, petit paresseux précoce, l'âge des premières tentatives d'autonomie est déjà arrivé. À présent, et bien qu'elle rejoigne régulièrement sa fille, Luana se retrouve elle aussi indépendante et solitaire. Son corps allégé repart à la conquête des arbres. C'est une nouvelle étape de sa vie qui commence. Non loin de là, Khan le puma parcourt la forêt, seul, sans son frère Kawil. Attirée par la forte odeur que Luana laisse sur son sillage, Khan approche de l'arbre qu'elle a escaladé. Luana, déjà parvenue aux premières branches, continue son ascension. Khan évalue la hauteur qui le sépare de Luana et décide de tenter sa chance. Khan a échoué. Luana poursuit sa route verticale. Khan se lance à l'assaut avec une telle violence que l'arbre en tremble. Luana se retient de justesse. Khan considère furieux celle qui le nargue et s'éloigne de lui. Il ne peut accepter la défaite. Pour la 3e fois, il va s'élancer vers Luana. Cette fois, Khan est monté plus haut, mais la chute est plus dure. Coincé à la fourche de l'arbre, il doit manœuvrer pour s'en extraire et dégringoler vers la terre ferme.
Comme s'il rendait ses griffes responsables de ses revers, Khan se met soudain à les exercer avec violence sur un arbre mort. Luana, qui se croit hors d'atteinte, se met alors en tête de passer d'une branche à l'autre. Khan, très concentré, comprend alors que le paresseux lui offre peut-être une chance. Il s'exerce encore. De nouveau, le puma prend son élan. Il bondit. Et de nouveau, il culbute. Khan est ivre de rage. Il ne remontera cet arbre que pour tuer, dit-il, s'il le fallait grimper jusqu'au ciel. Le puma est suspendu dans le vide, seulement accroché à l'arbre par ses crocs, eux-mêmes plantés dans la chair de Luana. Le temps se fige. Plus rien ne se passe. Khan décide que ce combat immobile a assez duré. On dit que les esprits de la forêt font le compte de toutes les vies. Il arrive que les créatures des cimes s'aventurent au sol. Elles ne le font pas volontiers. Pour elles, semblable expédition revient à se rendre à l'étranger sur une terre d'inconfort et de vulnérabilité. Ipixuna est un singe araignée femelle. Le singe araignée, aussi appelé attelle, est l'un des plus remarquables représentants de la famille des cébidés. Ipixuna, par exemple, bénéficie de membres disproportionnés, d'épaules aux articulations souples et d'une queue qui agrippe les branches comme un bras supplémentaire. Ces avantages se révèlent précieux au sommet des arbres, mais beaucoup moins au sol. Ipixuna a repéré un fruit qui flotte sur la rivière. Avec des minauderies de baigneurs qui craignent de trop se mouiller, elle décide d'attraper le fruit qu'on appelle Inga. L'inga est constituée d'une grande cosse au creux de laquelle il faut aller chercher les fruits proprement dits. Leur goût riche et sucré justifie le travail à accomplir. Un invité surprise se présente. C'est un saïmiri ou singe écureuil.
Une partie du fruit lui suffira. Il la dérobe prestement, sans même qu'Ipixuna tente de l'en empêcher. La queue préhensile du singe araignée peut saisir et, si l'on peut dire, manipuler des objets, ce qui libère les membres pour la marche à quatre pattes. Un peu plus loin, deux singes araignées procèdent à un épouillage mutuel. Pour celui qui est épouillé en premier, c'est l'instant du contentement. Pour celui qui épouille, celui de montrer sa soumission. Et pour les deux, un bon moyen de combattre les démangeaisons. Bien sûr, il peut arriver que l'épouilleur de service, négligeant son partenaire, s'occupe aussi de sa propre toilette. Ipixuna est en difficulté. Sobram, un autre singe araignée, convoite sa cosse d'Inga. Après un vigoureux corps à corps, Ipixuna fait valoir ses droits et se retire. Sobram, vexé de s'être laissé impressionner, revient vers elle et lui vole le fruit. Mais aussitôt il le relâche car Ipixuna le poursuit et le menace des pires représailles. Définitivement victorieuse, Ipixuna conserve son trophée. Sobram décide alors de se défouler en persécutant Gregorio, un troisième larron. Excédée par une telle pagaille qui l'empêche de jouir de son morceau d'Inga, Ipixuna se précipite dans la mêlée. Elle tente d'aider Gregorio, mais ne fait en réalité qu'ajouter au charivari. La bagarre dégénère. Chacun frappe chacun, nul ne sait plus où ses coups se perdent. C'est un tourbillon noir, une mêlée pelucheuse et désordonnée. Bientôt le combat cesse, brusquement, sans qu'aucun des pugilistes sache pourquoi. Gregorio, atteint d'une maladie des yeux, reste seul sur le terrain. Mais soudain, Sobram revient vers lui, le malmène et le mord violemment à plusieurs reprises. Gregorio le sait déjà, le monde sauvage n'est pas doux envers ceux que la nature a diminués. Fatigué de tant de luttes pour une cosse d'Inga, Ipixuna se couche à même le sol sur ses bras allongés en oreiller. La terre est dure. Drôle d'idée pour un singe araignée que de vouloir y dormir. Quand elle porte son bébé sur son dos, la femelle du tamanoir devient un animal gigogne. Un même peigne semble avoir brossé d'un seul geste deux formes chevelues et emboîtées l'une dans l'autre.
Pour que l'existence du bébé n'apparaisse pas aux prédateurs, la nature a posé des dessins sur son pelage, dans l'exact prolongement de ceux de sa mère. Aux yeux d'un jaguar, ce petit serait invisible, sans forme ni couleur. Le fourmilier vaque à ses occupations ordinaires. Le bébé qui vient au monde sans frère ni sœur est né au terme de 6 mois et demi de gestation. Il tette encore sa mère, mais pourra, dans quelques semaines, faire de brèves escapades sur le sol ferme. Il ne quittera vraiment le cocon du pelage maternel qu'au bout de 2 ans. Alors, mais alors seulement, il partira lui aussi à l'assaut des fourmilières. Brusquement effrayé par le cri rauque d'un ara, le fourmilier s'enfuit. Le perroquet le poursuit de ses imprécations. Les secousses de la fuite ont fait tomber le bébé qui traîne, comme un naufragé accroché à un filin dans le sillage de sa mère. Le tamanoir s'arrête juste le temps nécessaire au bébé pour remonter sur l'échine. La mère aide son enfant en relevant le grand panache de sa queue. Ce n'était qu'un incident de parcours, une péripétie. Mais pour le bébé accroché au filin de la vie, c'était la peur et le soulagement, l'effort et la victoire. Toutes les émotions du monde. Dans les eaux que le fleuve a bien voulu laisser derrière lui en se retirant des forêts inondées, le plus majestueux poisson de l'Amazone se faufile entre des reflets d'arbres. Chez les piraroucous, les plus grands spécimens peuvent mesurer jusqu'à 4 mètres et peser jusqu'à 170 kg. Le piraroucou est le plus grand poisson d'eau douce de la planète. Mais aujourd'hui, dans ces chenaux trop peu profonds pour lui, le piraroucou se sent comme un géant déchu. Son monde a rétréci. Seul le fleuve était à sa mesure. Dans ses flaques, il apparaît humilié, exilé. Son instinct lui dit cependant qu'en cherchant bien, il retrouvera peut-être à travers le labyrinthe des eaux le chemin du grand fleuve. Peut-être entraînera-t-il avec lui ceux de ses congénères que le fleuve a semblablement abandonné. Et puis, comme un défi jeté au fleuve, et comme pour lui montrer qu'il peut, pour quelques instants, se passer de lui, le piraroucou viendra respirer à la surface et remplir ce poumon que les autres poissons ne possèdent pas. Ce poumon qui complète les branchies et lui permettra peut-être de coloniser la Terre dans quelques millions d'années. Xada est orpheline et les cris caractéristiques par lesquels elle appelle sa mère n'y pourront rien changer.
Xada est orpheline parce que le mot justice n'a pas de sens dans la nature. Xada est orpheline parce qu'un puma avait faim. Xada est orpheline parce qu'il faut parfois qu'un animal meure pour qu'un autre animal vive. Malhabile sur le sol comme l'était sa mère, Xada devra affronter seule cette forêt dont la démesure l'enveloppe comme un infini. Xada vivra, car pour elle, le temps de l'indépendance venait d'arriver. Xada héritera le territoire de sa mère. Elle continuera de manger les feuillages préférés de Luana, et les arbres l'accueilleront comme une sœur. Mais pour l'instant, Xada n'a au creux du ventre qu'une immense détresse qui la déchire. Xada devra continuer d'apprendre, devenir plus forte, plus dure, savoir que quand le danger est là, il faut monter plus haut et ne jamais se croire protégé par la hauteur des branches où l'on se tient. Elle saura de mieux en mieux choisir son arbre. Elle perfectionnera son étreinte. Et bientôt sa plainte se taira. Xada sait désormais que la forêt ne donne jamais ses chances à la clémence. Dans quelques semaines, les eaux atteindront leur niveau le plus bas de l'année. Accélérer leur flux et reflux donnerait l'impression d'une palpitation. Peu à peu, l'eau, véritable émulsion de matière organique, s'évapore. Ce qu'il en reste s'épaissit et se transforme en boue. Bientôt, ce processus ne laissera sur le sol qu'un dépôt limoneux qui le fertilisera jusqu'aux prochaines inondations. Pris au piège, le Pirarucu s'embourbe et suffoque. Il était l'égal du fleuve et le voilà réduit à l'impotence. Il dévorait des piranhas et le voilà affamé. Il était libre et le voilà prisonnier. Enfin, après tant de vains efforts, le poisson géant, exténué, parvient à localiser une brèche, un écoulement qui conduit à une eau plus profonde. De là, après un long périple, il parviendra peut-être à rejoindre le lit du fleuve ou d'un de ses affluents. La baisse des eaux profite au plus grand fauve des marécages, l'anaconda. En effet, les proies deviennent plus nombreuses dans une eau raréfiée et leurs chances de s'enfuir se réduisent.
L'anaconda a capturé un reptile de couleur jaune. La proie est déjà inconsciente. Elle sera tuée par étouffement. L'anaconda, serpent dit constricteur, s'enroulera méthodiquement autour de son corps jusqu'à ce que la victime meure. De la tête à la queue, l'anaconda est une véritable machine à étouffer. La puissance et la souplesse de ses muscles ne laissent guère de chance à celui qui s'y est laissé enfermer. Un petit orifice de forme carrée s'ouvre au-dessus de la lèvre de l'anaconda. Il lui permet de détecter toute source d'énergie thermique située à proximité. Grâce à cet organe ainsi qu'à son odorat et à sa capacité de percevoir les vibrations du sol, l'anaconda est un chasseur redoutable. Pourtant, son activité de prédation est limitée par un métabolisme économe. Après avoir mangé une proie, l'anaconda peut jeûner plusieurs semaines. Et même quand une disette le prive de nourriture pendant plusieurs mois, son amaigrissement est à peine perceptible. L'anaconda s'enroule d'abord plusieurs fois autour de sa proie. Puis, il contracte ses anneaux, provoquant l'arrêt des fonctions respiratoires de la victime et l'éclatement des principaux vaisseaux de son corps. L'ensemble du processus est long. Quand il est accompli, le serpent prend quelques repos avant même de songer à ingérer son repas. Joao, le jabiru, avait un nid, une compagne et 3 enfants. Depuis, le temps a fait son œuvre. Les jambes de l'oisillon se sont allongées. Il pourra bientôt arpenter les marais sans mouiller son plumage. De fortes plumes ont remplacé ce qui restait de duvet. Enfin, le cou est glabre, comme il sied à la plus grande cigogne des zones humides. Mais Joao, qui en avait élevé 3, n'a plus qu'un seul fils. Seule la forêt sait ce qui est advenu aux 2 autres. Sont-ils tombés du nid par accident? Leur frère, plus vigoureux, les en a-t-il repoussés? Ou un oiseau de proie leur a-t-il ôté la vie? Il ne reste plus d'eux qu'un peu de cornes et quelques plumes posées au sol. Le vent se lève entre les palmes des arbres, emportant le dernier duvet d'un oiseau mort. La forêt ne donne rien, qu'elle ne reprenne un jour. Le vent qui souffle conduit parfois les vivants à mener de dérisoires combats. Une plume coincée au bout du bec qui s'agite dans un souffle d'air. Voilà de quoi rendre fou le jabiru le plus sain d'esprit. Sous ses pieds, le jeune oiseau peut sentir des étrangers qui s'agitent. En effet, de nouveaux venus ont fait leur nid dans l'épaisseur même du nid des jabirus. Les perruches évitent souvent de cette manière d'avoir à construire elles-mêmes leur habitation. Un nid de pique au creux d'un arbre
une cavité au sommet d'une termitière ou un trou à la fourche de 2 branches leur conviendront. Quelques brindilles à déplacer, un aménagement intérieur à améliorer et le tour sera joué. On pourra alors vaquer à ces occupations sociales qui se traduisent par de grands concerts de cris. Le bec des perruches constitue un outil perfectionné. La partie supérieure est recourbée vers le bas et l'inférieure vers le haut. Ensemble, elles forment une pince efficace. L'élément supérieur est en outre articulé à la jonction du crâne, ce qui lui donne à la fois plus de souplesse et plus de force. L'oiseau peut ainsi se servir de son bec, aussi bien pour les travaux de construction les plus durs que pour les plus délicats. Désormais seul au nid, puisque sa mère elle aussi a disparu, l'oiseau semble s'ennuyer. Mais bientôt, dans la solitude de la plaine asséchée, Joao revient enfin vers ce qui reste de sa famille. Le père et le fils commencent à se ressembler, à offrir à la caresse du vent la même silhouette qui se découpe comme un hiéroglyphe sur la clarté du ciel. Presque machinalement, Joao procède à quelques travaux d'entretien sur le grand nid qui, naguère, attira une femelle et lui permit de fonder une famille. Son fils retouche un enchevêtrement de brindilles. Il possède déjà, lui aussi, l'instinct des bâtisseurs. Après quelques instants de repos, Joao et son fils améliorent encore l'ouvrage. Il reste toujours une brindille à déplacer, un raccord à consolider. Il faut s'obstiner à courber une branche rétive ou à retisser une paroi qui se défait. Il faut encore et encore accomplir minutieusement la tâche obscure et parfois inutile à laquelle on a été destiné.